Alors, on va vous donner la parole, bien évidemment. Auparavant, je voudrais qu'on donne le micro, s'il est là. À Michel Cambarnous, je ne sais pas. Ah voilà, il est là. Voilà, très bien. Qui va donc intervenir également tout à l'heure avec Hervé Lebras, et qui est membre de l'Académie des sciences et des technologies, et qui connaît très bien aussi la Méditerranée. Donc un petit commentaire sur ce que vient de dire Jean-Louis Guigou, et après les questions et les échanges avec vous. Oui, un commentaire, merci. Ça marche, ça marche. Ça marche. Oui, un commentaire rapide. On adore toujours chez Jean-Louis Guigou la qualité de l'expression et, comment dirais-je, l'enthousiasme, la fraîcheur de l'enthousiasme. Alors, je n'ai pas l'intention de refroidir cet enthousiasme, mais je voulais rappeler deux, trois éléments qui me semblent importants dans nos relations autour de la Méditerranée. Je reste cantonné sur un territoire plus restreint, qui est le fameux 5+5, vous savez, la Méditerranée occidentale. Autrement dit, les 5 pays européens du Nord, du Portugal à l'île de Malte, qui est dans la communauté européenne, en passant par l'Italie, la France et l'Espagne. Et puis au sud, le Maghreb dans son ensemble, c'est-à-dire, n'oublions pas que le Maghreb, c'est 5 pays, qui vont donc de la Mauritanie à la Libye en allant à l'est. Alors si on prend ce territoire-là, on peut faire 2-3 observations assez rapides. D'abord, c'est un territoire qui rassemble à peu près 250 millions d'habitants, 30% au sud et 70% au nord. Si on s'intéresse à la production intérieure brute de ces pays, alors, la satisfaction, l'humanité, tout ne se mesure pas qu'en argent, fort heureusement. On a parlé d'un indice de développement humain, de toute une série de choses, mais si on prend les PIB, eh bien, les rapports sont évidemment très différents. Il y en a en gros 5% au sud et 95% au nord. Donc c'est assez considérable. Le PIB de ce territoire, de l'ensemble 5+5, c'est à peu près 3 000 milliards de dollars par an. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, mais les dépenses américaines en Afghanistan, Irak, ça fait à peu près 1 000 milliards de dollars dans la période de guerre. C'était intéressant parce que les guerres, on n'en parle jamais dans les bilans économiques. De temps en temps, il faut peut-être regarder un peu ça. Donc voilà un peu ces données-là. Et je crois que là, on peut avancer, on peut se développer toute une série de convergences. Et là, je rejoindrai volontiers ce qu'a dit Jean-Louis Guigou. Il y a quand même quelques ombres. Et j'arrêterai après les ombres, non pas par pessimisme, mais pour laisser la place à d'autres. D'abord, un certain nombre de contraintes internes très fortes dans ces pays-là, et en particulier dans les pays du sud de la Méditerranée. Tous ces pays-là, la Méditerranée, elle est quand même caractérisée par le développement de ces 3 religions du livre, qui contiennent toutes chacune à la même proportion des extrémistes ou des gens originaux, pour ne pas dire mieux. Et finalement, là, on a quand même des risques de débordement, etc., qui restent excessivement forts. Si on ne veut pas oublier surtout qu'en Afrique subsaharienne en dessous, les pouvoirs sont faibles. Je ne vais pas vous faire refaire le coup du Mali, mais il y a quand même des choses qui sont tout à fait, de ce côté-là, un peu inquiétantes. Et donc je crois que là, on a énormément de vigilance à apporter. Autrement dit, certes, les choses peuvent progresser, mais on a quand même une réflexion à mener, politique, globale là-dessus, dans un contexte, et j'arrêterai là, où en plus, on a, je crois, quoi qu'on dise, une sorte d'affadissement du modèle français assez original, finalement, venait-il du siècle des Lumières ou autre, de la laïcité, qui est une caractéristique qui est partagée par de moins en moins de pays dans le monde. Alors, je sais bien qu'on peut toujours dire que, puisque nous sommes exceptionnels, on a le droit à l'originalité, mais si on veut convaincre, il y a aussi un autre problème que l'originalité. Et donc ça fait partie d'un décor qui ne me rend pas pessimiste, qui me rend aussi tout à fait optimiste, mais qui font que finalement, il n'y a pas de problème. La vie et la vie optimiste, ça reste un combat. J'ai terminé. Monsieur Jean-Louis Guigou. Merci. Je me permets de vous rappeler la citation, la belle phrase de Jean Monnet, ce constructeur de l'Europe, qui a de l'imagination, après la guerre, dit de concevoir. Et on pose à Jean Monnet la question suivante: êtes-vous optimiste ou pessimiste? Et Jean Monnet de répondre: je suis déterminé. Je suis dans la même situation, déterminé, et d'autant plus déterminé que le capital est à l'œuvre.
C'est-à-dire, il est de l'intérêt des entreprises de faire la relation entre les deux rives de la Méditerranée. Il est de l'intérêt, nouveau, je ne l'ai pas dit, il est de l'intérêt des entreprises du Sud, à l'heure actuelle, algériennes, marocaines, tunisiennes, libyennes, surliquides, qui ont beaucoup d'argent parce qu'elles sont dans un climat instable, il est de leur intérêt de venir au Sud sauver des entreprises françaises, les racheter et prendre des participations. Et vous verrez, dans 1 mois, 2 mois, je vais tenir la liste des entreprises françaises sauvées par des gens modestes, pas le Qatar, par l'Arabie Saoudite, non. Les gens modestes, des Algériens, des Tunisiens qui vont venir, parce qu'ils ont de l'argent, sauver nos entreprises et en contrepartie, 20 ou 30% des activités vont descendre au Sud. Et vous verrez, la comptabilité va être de belle taille. Mais quel est l'intérêt pour ces capitaux de venir en France nous secourir? Excusez-moi. Très belle question. Alors, Monsieur le Président, l'année prochaine, vous ferez, si vous acceptez, je vous conseillerais de faire venir Ahmed Chami, un ancien ministre marocain de l'industrie, et il vous racontera pourquoi il a levé à l'heure actuelle un fonds d'investissement de 350 millions de dollars. Il est marocain, 350 millions de dollars, et il me dit, je vais aller faire mon marché en Europe, sauver des entreprises. Et je dis, mais pourquoi? Mais la réponse est simple. Il y a 2 ou 3 raisons. La première, c'est que vous avez un marché immense, 500 millions d'Européens, sans frontières, alors qu'ils ont des petits marchés, la Tunisie 10 millions, le Maroc 30 millions. Ils ont des marchés immenses. Deuxièmement, il y a en Europe la profondeur scientifique. La profondeur scientifique. Il me dit, l'innovation, elle est chez vous, elle n'est pas chez moi. Et puis troisièmement, il me dit, c'est la stabilité de vos institutions, alors que chez eux, c'est l'instabilité. Et il me dit, on va racheter des entreprises françaises saines, pas des canards boiteux, saines. Et puis, ça c'est certain, dans 1 an, 2 ans, on enverra nos ingénieurs pour apprendre les métiers en Europe, en France, et après 20 ou 30% de la production en France qui n'est pas rentable, nous la ferons au Maroc. Et nous sauverons l'entreprise française parce qu'une partie de ce qui n'est pas rentable en France, nous le ferons au Maroc. Et nous sauverons l'entreprise française en produisant au Maroc. Vous allez voir, ça va être... Le capital est à l'œuvre. Et mesdames et messieurs, je dis souvent, et je ne suis pas provocateur, mais Marx est un grand bonhomme. Que vous ne soyez pas communiste, oh, moi je ne le suis pas, que vous ayez sur le communisme une opinion totalement négative, très bien, mais Marx est un très grand penseur, un des sommets de l'intelligence humaine. Et Marx dit clairement, je simplifie, le capital, c'est lui qui mène le monde. Le capital, c'est l'infrastructure. Et la culture et le politique, c'est la superstructure. Or, je pourrais vous démontrer que le capital est à l'œuvre pour raccrocher les 2 rives de la Méditerranée. Et les révolutions, je ne dis pas qu'ils s'en foutent, ils attendent, mais ils savent qu'il faut miser au Sud. Les Allemands, mesdames et messieurs, après avoir fait le plein à l'Est, le plein, 90 degrés et cap au Sud, les ministres tunisiens m'ont dit, fais une étude, l'industrie tunisienne, l'industrie allemande en Tunisie, ils sont présents. Et nada, ils me disent, ça passera. Et ils créent des emplois. C'est énorme. Le capital est à l'œuvre. Alors, allez, on vous donne le micro, d'autres questions. Il nous reste une quinzaine de minutes. Je crois que là-bas, allez-y. Merci. Merci. Juana Bastian, je suis journaliste. J'ai apprécié beaucoup votre synthèse. Je tiens cependant à faire remarquer que l'islam d'Averroès n'a rien à voir avec l'islam que l'on décrit actuellement. Donc, c'est une question de fanatisme ou d'ouverture de l'esprit. Il s'agit de voir dans toutes les religions
notamment les religions du livre, quel est le côté positif, et aussi de dénoncer les fanatismes religieux, quels qu'ils soient. Merci. Madame, je veux pas me lancer parce que dans les problèmes religieux, tout en ayant lu le Coran, et je travaillais avec des imams pour essayer de comprendre cette animosité. Et je suis dirigé par un Tunisien, mon institut est international, je suis avec des musulmans en permanence. Ils sont, comme disait Bruno Etienne, notre maître à penser, Bruno Etienne, ce si grand professeur. Bruno Etienne disait la chose suivante, il n'y a rien de plus ordinaire qu'un musulman ordinaire. Ils sont d'une simplicité, comme vous, comme moi, comme nous. Hier, je suis avec un Marocain, anecdote d'hier, un franco-marocain, et je lui dis, il me dit, je vais vous raconter rapidement mon enfance. Il est dans le bled, au Maroc, peu importe, du côté de Fès et de Meknès, et son papa lui dit, tu vas être éduqué, mon fils, à l'école française, et tu fréquenteras le curé quand tu sortiras de l'école. Et puis quand tu seras un peu plus grand, je te mettrai dans l'école des Juifs. Et il était musulman. Et son papa a eu cette belle phrase, et quand tu seras adulte, tu iras en France, parce que c'est un vrai pays musulman. Oh non, que voulait-il dire? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, son papa lui disait, la France est un pays musulman parce que c'est un pays démocratique, où on respecte les hommes, les femmes, ce que dit le Coran. Mais, il y a toute interprétation. Chers amis, prêtez attention à ce que je vous ai dit sur l'islam politique, comment ces peuples ont été trahis entre 1960, la fin de la colonisation, et 2010. Comment, si j'étais musulman, si j'avais les cheveux crépus, si j'étais arabe, je ne sais pas si j'aimerais les Européens, et les Français en particulier. Parce que après la colonisation douloureuse, humiliante, pendant 60 ans, on a soutenu des dictateurs. C'est pas beau. C'est pas beau. Et tout ça pour des questions de sécurité, de migration, de pétrole et de gaz. Les corrompus sont au sud et les corrupteurs sont au nord. Et le plus grand des corrompus à l'heure actuelle, mais c'est l'Amérique. Le plus grand, celui qui a le plus de cynisme, qui est associé à l'Arabie Saoudite, qui est le pire des pays rétrogrades et qui génère l'islam politique et le wahhabisme. Mais, je ne veux pas me lancer dans la politique parce que je suis plus à l'aise dans l'économie, mais les Américains préfèrent les salafistes qu'ils ne préfèrent les Chinois. Et leur choix est fait. Alors, justement, une petite question entre politique et économie, justement. Les révolutions, vous l'avez dit, soif de liberté, fin de démocratie, c'est une chose, mais il y avait aussi la fin tout court, dans les manifestations et les revendications. Est-ce que ce n'est pas l'économie qui prend la place aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas la réalité économique qui va faire le succès ou l'échec de ces révolutions? Vous avez tout à fait raison. La première phase était politique de la révolution. Il fallait enlever les dictateurs, ça a été vite fait. Puis après, c'est le chaos. La deuxième phase, elle est religieuse, mais les partis des NADA, du PJD, des frères musulmans, ne sont pas du tout préparés à gérer les populations. Pas du tout. Je ne trahirai pas le fait d'avoir passé quelques heures avec le Premier ministre marocain. Il dit, l'économie, j'y comprends rien, je fais rien. Et la réalité va les rattraper. Parce que la rue dit, mais c'est bien beau vos discours sur la morale, mais nous, on veut du travail et de l'emploi. Et donc la troisième phase arrive
comment voulez-vous que les gens de Hammamet, 15 à 20% du PIB était fait par le tourisme en Tunisie, comment voulez-vous que ces populations ne réagissent pas négativement devant la baisse consécutive de deux saisons touristiques gâchées? Ça ne peut pas durer. Et donc, ils vont se faire rattraper par les réalités. Et j'ai connaissance de ce que les premiers ministres tunisiens, et notamment le dernier, mais Jebli avant, qui a démissionné, il a dit, ça y est, j'ai compris, ça ne peut pas durer. Et donc, Ennahda va se couper en deux entre une partie de barbus méchants, comme nous, on a le Front National. 15% de belliqueux méchants. Mais bon, il faudra les exclure. Mais les autres, ça va être un peu comme les démocrates chrétiens, comme les Lecanuets, la démocratie chrétienne. On aura peut-être un parti musulman démocrate. Bon, ben, ça fait rien. Mais l'important, chers amis, c'est une chose. Il faut vraiment être présent. L'Europe ne peut pas les laisser. Et ils ne demandent pas d'argent, ils demandent plutôt des technologies, ils demandent de l'assentiment. Mais surtout, en une phrase, c'est l'intérêt général. Qui, dans les pays arabes, représente l'intérêt général maintenant? S'ils n'ont pas d'État, alors ça sera la charia. Et ils diront, c'est la religion qui représente l'intérêt général. Il ne le faut pas. Donc il faut aider les États à se maintenir, que les fonctionnaires soient payés, que l'armée et la justice fonctionnent, que les écoles soient ouvertes. Il faut maintenir et sauvegarder le peu d'État qui est encore en place. Il nous reste quelques minutes parce que, je vous le répète, M. Guigou doit nous quitter dans 5 minutes ou à peu près. Donc voilà, on en profite pour prendre quelques questions rapidement. Voilà. Allez-y. Bonjour, Jean Cocconi, Société des Eaux de Marseille. J'avais deux questions. Une question, c'est sur les quartiers d'Orange. L'Inde, on n'en a pas parlé, et c'est un pays qui est vraiment en montée en puissance. Et l'arrivée des capitaux chinois qui se développent en Afrique. Quel est votre avis, s'il vous plaît? Oui, monsieur, la représentation en quartier d'Orange a une vertu pédagogique. Ça cadre bien Europe, Méditerranée, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Mais incontestablement, la Russie, je ne sais pas où la mettre. Et l'Inde, je ne sais pas où la mettre. Donc, comme tout schéma, comme toute représentation, c'est porteur de 60-70% de l'entendement. C'est une vision réaliste qui va se dessiner, mais elle est trop schématique. Voilà. Alors, en ce qui concerne la Chine, oui, c'est sur la Chine que les Américains, toute la politique américaine va se positionner par rapport à la Chine. Voilà. Tout va être réglé. C'est ou les Chinois qui sont hégémoniques dans 30 ans, ou les Américains, ou peut-être les Européens et les Africains. Et donc, les Chinois sont très présents en Afrique. Ils sont avides de matières premières. Et les Chinois donc achètent des terres, achètent toutes les formes de matières premières, les minerais, etc. Vous avez lu dans Le Monde, il y a 15 jours, un très bel article sur la Chine en Afrique. Résultat, les Chinois sont mal aimés. Les Chinois sont mal aimés, les Chinois sont des prédateurs. Ils viennent, ils prennent. Mais les Chinois sont très habiles, parce qu'ils sont corrompus, et donc, quand on est corrompu, ils arrivent à se comprendre. Mais ça ne tient pas. Je suis, avec beaucoup d'intérêt, ce qui se passe en Algérie. Les Chinois sont très présents en Algérie, mais ils ne sont pas aimés. Ils arrivent avec leur main-d'œuvre, etc., etc. Il y a 2 ans, dans la médina d'Alger, ils en sont venus au point. Et donc, laissons faire les choses. Ne pensons pas trop aux Chinois, mais faisons en sorte que les Européens, à l'image des Allemands et des Français, nous soyons très présents dans ces pays. Et notamment, monsieur a raison, c'est le 5+5, c'est-à-dire la Méditerranée occidentale. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, c'est prêt.
pour nous recevoir. Vous avez suivi le voyage du président de la République, François Hollande, en Algérie. C'était formidable. L'accueil était formidable. Sa dénonciation du système colonial, c'était émouvant. Et puis, il y a 48 heures, 3 jours, et j'étais encore du voyage, la réception au Maroc, c'est formidable. Formidable. Nous sommes attendus. Le Maroc veut cette alliance. Et donc, il faut y aller, mais avec une autre mentalité. Ils sont libres, ils sont indépendants, ils ont leur dignité, et il ne faut plus les exploiter. Écoutez, je crois que c'est une belle conclusion. On ne va pas reposer de questions.